Bonjour tous, je vous accueille encore une fois. Merci d'être avec nous. 4e journée de notre forum sur les marchés asiatiques. Monsieur Denis Mazerol nous rejoint aujourd'hui, qui nous vient en personne, mais il me permettra de vous présenter une biographie un peu courte que j'aimerais vous lire. Merci beaucoup de partager votre soirée avec nous. Co-fondateur exécutif de Tractus, vous avez beaucoup de choses à faire. Et avec ça, Monsieur Mazerol, vous êtes cofondateur et partenaire de Tractus Asie. Denis a donné ses conseils sur plus de 5 milliards de dollars en matière d'affaires sur toute une gamme de secteurs, 5 milliards de dollars US. Donc, depuis plus de 25 ans, d'avoir habité et travaillé en Asie, il a une expérience stratégique et opérationnelle concernant les organismes et il nous apporte cette expérience pratique aujourd'hui et a son rôle à assister plusieurs entreprises sur toute une gamme de secteurs de manufacture, etc., de Canada, d'Europe et d'Asie, pour prendre des décisions informées, où citer leurs investissements, comment les gérer de manière stratégique et vous apporter aux agences gouvernementaux comme l'OMB, ceux qui sont représentés par plusieurs de mes collègues qui sont en ligne aujourd'hui, qui ont aidé aux petites et moyennes entreprises avec leur exportation et leur position sur les marchés étrangers au jour le jour. Nous nous attendons avec plaisir à vos conseils, à vos connaissances et à l'avance d'avoir partagé votre expérience pratique, donc nous pouvons aider à nos petites et moyennes entreprises de vendre davantage de leurs biens et services au Vietnam spécialement. Je vous passe la parole. Merci Suzanne pour cette introduction et je vais maintenant partager mon écran. Pendant que vous faites ça, Denis, je vais rappeler aux gens, vous avez du temps après pour les questions-réponses. Et pour tous nos participants, vous pouvez utiliser le chat pour marquer vos questions. Merci beaucoup, Suzanne, et bonjour à tous. Au Canada, bonjour. Vous verrez ici que John Evans devait présenter aujourd'hui. Un des cofondateurs, nous avons laissé son nom sur la présentation, mais vous savez maintenant qui je suis. Je voulais vous donner un petit aperçu sur Tractus Asie. Voici quelque chose pour vous montrer de manière visuelle. Nous avons des bureaux partout dans les marchés développants. Nous sommes là depuis 25 ans. Nous avons fêté notre 25e anniversaire au mois de décembre. Nous avons travaillé sur 8 milliards d'investissements et de commerce, grandes entreprises pour la plupart, mais nous travaillons aussi avec les gouvernements au Canada, en Amérique du Nord, aux États-Unis. Nous aidons Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, vous pouvez m'entendre. Bon. Nous avons travaillé avec les gouvernements aux États-Unis, au Canada, avec les petites et moyennes entreprises, en les aidant à augmenter leurs affaires en Asie sur toute une gamme de secteurs, industrie de l'automobile, minéraux industriels, et tout ce que cela comprend. Aujourd'hui, difficile à suivre ce qu'on a fait déjà ce matin parce que les conseillers en commerce ont fait un travail excellent en vous parlant des opportunités dans le marché du Vietnam. Je vais rapidement toucher sur les opportunités de marché au Vietnam ici au début. Mais je veux passer plus de temps sur les stratégies d'entrée au marché, ce que vous aurez à faire pour entrer avec efficacité au marché
et en fonction des personnes qui assistent à cet appel aujourd'hui. Nous sommes toujours très optimistes concernant ASEAN. Le marché entier est vraiment, si vous regardez ça d'un peu plus loin, il n'y a aucune autre région plus diversifiée dans le monde que la NAS. Vous avez plus de 650 millions de personnes. Il y a des pays énormes, comme Vietnam, grand, avec 95 millions, Singapour, 6 millions. Ensuite, des pays avec des PIB par personne ou puissance d'achat, numéro 1, c'est Singapour, 48 000 $ par personne, et relativement pauvre comme le Cambodge et le Myanmar. 1 000 $ US, 1 000 $ US en pouvoir d'achat. Et tout entre ces deux extrémités. Des pays avec beaucoup d'agriculture dans le Vietnam, autres technologies comme le Singapour. Vietnam ne répond pas à ce besoin, peut-être pas, mais vous avez déjà vu cette semaine qu'il y a beaucoup d'opportunités à travers tout l'ANASE. Aujourd'hui, on ne parle que du Vietnam. Nous allons focaliser sur ça. Des questions concernant le COVID. Moi, je suis basée à Bangkok, dans la Thaïlande. C'est là que nous avons commencé notre société. C'est notre siège, quartier général. J'étais là au mois de novembre. Je travaillais sur un projet. Je devais passer par la quarantaine. Je devais passer 15 jours dans un hôtel avant que je ne pouvais sortir parce que Vietnam a fait un travail excellent pour pouvoir contrôler. Ils ont fermé le pays. Le Vietnam est comme un îlot actuellement. Vous ne pouvez pas y entrer sans avoir une permission spéciale. Il faut ça, mais vous devez non seulement la quarantaine, mais aussi la permission de la part de la police, des services d'immigration. Et vous entrez dans ce qu'on appelle un état alternatif de quarantaine. Vous payez ça vous-même à l'hôtel. Vous êtes testé 2 fois pour le COVID. Il faut avoir des résultats négatifs les 2 fois. Enfin, après, vous êtes libéré. Après ça, tout se passe normalement. Ça me rappelle la vie avant COVID, sauf que les personnes portent la masque. On portait souvent la masque, même après la pandémie. Et sur leur bicyclette, c'est le moyen principal de transport personnel. Et voici les statistiques du mois de janvier. Il y a eu quelques infections, ça et là, mais ils ont fait un travail excellent pour les contrôler. En 2020, ils ont une croissance économique d'autour de 1 ou 2%, qui est une réussite énorme comparée au reste du monde, comme aux USA de moins 4% et au Royaume-Uni moins 12%. Donc l'économie vietnamienne a été relativement robuste. Pour vous donner un aperçu sur les secteurs, vous voyez au fond, aux industries, hautement agriculturelles, Vietnam. Croissance de 2%, c'est rapide pour l'agriculture, mais quelles sont les opportunités d'exportation que ça représente pour le Canada? Des opportunités en ce qui concerne les produits d'agriculture. Quand vous pensez à l'agriculture, vous pensez aux agro-business. En général, ce qu'on voit au Vietnam et en ANASE, il y a toujours des secteurs niches. Ça comprend le riz, le caoutchouc, l'aquaculture, ferme à la pêche. Il y a beaucoup d'autres industries au Canada qui ont des produits spécialisés qui risquent de pouvoir donner son appui à la croissance, à l'augmentation dans ce secteur, qui peuvent très bien être assortis avec la section agriculture. Industrie qui est en pleine augmentation, financée par l'investissement étranger.
qui investissent dans les produits manufacturiers pour l'exportation, basée sur la stratégie de Chine plus 1. Beaucoup de sociétés qui sont en Chine, qui ont souffert à cause de la croissance des prix. La Chine, pour les pays étrangers, n'est pas un bon endroit pour fabriquer. Mais parce qu'il y avait beaucoup de pays qui exportaient vers les États-Unis, nous avons vu la croissance des tarifs, donc ils avaient besoin d'un autre lieu pour investir. Et le Vietnam est un pays haut sur la liste pour la fabrication et pour l'exportation. Donc l'industrie de fabrication augmente de manière importante, gérée par ces investissements. Là où il y a l'exportation, il y a besoin de matières premières dont ces exportateurs ont besoin pour combler la demande d'exportation. La fabrication fait une grande partie de l'économie. Il n'y a pas beaucoup d'industries pour lui donner leur support. Les produits qui ne peuvent pas être fabriqués au Vietnam sont importés, ont tendance à être importés. Les services en haut de la liste, motivés par la vente en détail, le revenu des Vietnamiens a augmenté beaucoup. Donc, il y a des opportunités partout dans la région, dans le secteur, les produits et services. Nous sommes présents au Vietnam depuis 2007, toujours un marché passionnant pour nous, même pendant toute cette période de 13 à 14 années, liée à certains autres marchés. Il continue en forte expansion comparé aux autres marchés plus traditionnels, sont un peu stagnants. Cette croissance que nous voyons qui pousse les dépenses des consommateurs, consommation d'alimentation augmentée par 15% par an comme pourcentage de BIP. Ce n'est pas étonnant relatif au niveau de développement du Vietnam. Donc, encore une fois, marché pour les produits de niche, préparer les produits qui entrent aux produits alimentaires qui sont fabriqués au Vietnam. Vietnam, produit de lait, demande pour la génétique des vaches et pour faire que cette industrie soit plus produisante. Quelques opportunités que nous voyons dans ces marchés développants. Le pouvoir d'achat de ces pays est bas. Comment est-ce que je peux vendre mes produits? Non, il faut faire votre recherche soigneusement parce que quels sont les secteurs qui existent? Voici un bon exemple. Regardez ce qui est exporté. Si c'est exporté, ça veut dire que c'est fabriqué. Ça dépend du genre de produit. Café, par exemple, produit d'agriculture. Vous ne pouvez peut-être rien fournir en direct, mais Vietnam, c'est un des producteurs de café le plus gros du monde. Il n'exporte pas seulement les grains, mais il faut rôtir les grains de café. Donc, il pourrait y avoir des produits de niche comme équipements que vous pourriez vendre à ces secteurs. Autre grand marché, chaussures, autre type de chaussures qui poussent énormément. Et certains de ces manufacturiers sortent des pays plus chers comme la Chine, cherchent autre lieu pour travailler. Nous travaillons avec un grand manufacturier, 2 manufacturiers grands, et en les aidant, dont une de ces entreprises vient d'établir une usine au Vietnam pour les chaussures athlétiques qui n'étaient pas disponibles localement. Une entreprise plus petite que nous travaillons aussi
qui a adopté cette stratégie. Ils ont exporté, ils veulent placer quelqu'un sur le terrain sans établir une entreprise. Et je vais vous expliquer ultérieurement comment faire ça. Ils vendent des cols et d'autres produits spécialisés pour le marché des chaussures. Ils fabriquent des produits chimiques spécialisés. Et tout est importé au Vietnam pour la fabrication des chaussures. Quelles sont les opportunités pour l'exportation du Canada, même en examinant les industries qui exportent du Vietnam? Et côté importation, c'est plus direct. Quand vous faites vos recherches, les différentes opportunités, vous voyez quelles sont les opportunités ici en termes de ce qui est importé au Vietnam. Et malgré le fait que les chiffres ne soient pas importants, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y ait pas de marché pour votre produit ou votre service, parce que son positionnement peut être supérieur à celui de vos concurrents. Et vous allez travailler certainement avec les commissaires de commerce pour savoir ce que vous devez savoir. D'autres secteurs, nous vous démontrons le genre de choses qui sont importées directement du Canada. Nous avons déjà entendu parler des opportunités pour ces produits à partir de la part des commissaires au commerce. On ne va pas passer beaucoup de temps sur ça. Nous allons entrer dans le topic. Comment comprendre l'entrée au marché à Vietnam? La question la plus importante qu'il faut considérer, êtes-vous prêt? Il faut faire des recherches pour savoir quels sont les marchés, quels sont les secteurs de marché et quelles sont les questions dans les différents marchés. Il faut un travail dur pour savoir s'il y a des opportunités pour votre produit. Vietnam, comme je vous l'ai dit, est un marché en forte croissance. J'étais ravie d'entendre plutôt, c'est une économie développante, économie socialiste. Le gouvernement aime guider l'économie, un marché hautement réglementé, relativement ouvert en ce qui concerne les différents secteurs où vous pouvez entrer, mais compliqué. Et il faut être conscient de cela comme vous déterminez les opportunités du marché. Si vous avez déjà établi qu'il y a une opportunité pour votre produit, est-ce qu'il y a un cas d'affaires comparé à vos concurrents? Est-ce que vous arriverez avec efficacité, avec succès à exporter à ce marché? Et quelle serait la stratégie pour réussir cela? Je sais que nous avons travaillé beaucoup à cause de nos antécédents. Nous travaillons beaucoup avec des entreprises américaines, d'Amérique du Nord. Le Vietnam fait partie de la PTPGP. Et Canada a beaucoup d'opportunités d'utiliser l'effet de levure sur cette participation. Beaucoup de produits qui ne sont pas taxés, qui sont libres de frais de douane. Et petit à petit, ils réduisent les tarifs. Certains produits ne sont pas encore pleinement détaxés. Beaucoup d'opportunités pour entrer au marché. Les commissaires ont aussi parlé, parce que le marché est réglementé, il faut savoir comment développer votre stratégie concernant les autorisations et licences dont vous aurez besoin au Vietnam, licence d'importation, permis d'importation. Il faut avoir une entité légale locale. Comment cette entité pourra obtenir pour vous ces permis et les conserver? Un agent distributeur, comment les trouver, comment utiliser l'effet de levure, ce sera important pour vous. Une fois que votre recherche complétée, que vous avez déterminé que vous avez une opportunité de marché,
qu'il y a un cas d'affaires pour votre produit ou votre service, vous avez contrôlé les réglementations pour vous assurer que votre produit ou service a le droit d'appliquer. Par exemple, les produits médicaux, hautement réglementés dans presque tous les marchés, même chose au Vietnam. Non seulement des permis de produits, des permis d'importation, démontrer que vous êtes enregistré dans votre marché domestique et d'autres normes qui pourraient être exigées en fonction du genre de produit. Une fois que vous avez fait vos devoirs, vous êtes décidé, j'ai un produit qui soit, quoi qu'il soit réglementé, vous avez le droit, vous avez la bonne certification pour vendre mon produit au Vietnam. Il faut décider de la stratégie. Il y a 4 stratégies quand nous parlons aux entreprises de la vente à travers les barrières, à travers les frontières. Question de cybercommerce, certainement une option. C'est peut-être la meilleure façon de tester le marché. Il faut chercher des partenaires intermédiaires, un partenaire, un agent. Ensuite, présence sur le terrain au pays. Et en général, on pense à établir une entreprise, mais il y a une façon de faire ça intermédiaire, si je puis dire, être l'employeur enregistré pour votre employé. Si vous avez des employés au Canada que vous voulez expédier pour devenir expatrié, ou si vous voulez embaucher des Vietnamiens sur place, si vous voulez vraiment vous immerser dans ça, vous pouvez établir une entreprise. Je laisse ça, je n'ai pas beaucoup de diapos. Cybercommerce, d'abord, est énorme en Asie, comme en Amérique du Nord. Mais elle a l'air un peu différent. 14 milliards de dollars l'année dernière, un peu petit, le cybercommerce comparé à l'Amérique du Nord, mais haute croissance, 20% l'année dernière. Si vous voulez accéder au marché de cybercommerce, la meilleure façon de le faire, c'est de par les plateformes locales de cybercommerce. Tout le monde au Canada, en Amérique du Nord, connaît Amazon. C'est la meilleure façon d'entrer dans le marché canadien ou américain, mais pas en Asie du Sud-Est et pas au Vietnam. Vous n'avez certainement jamais entendu parler de ces énormes sociétés. Shopee, ce sont des plateformes. Il y a Shopee, il y a Lazada, il y a 2 autres locales. Tiki, un autre avec un nom bizarre vietnamien. Ce sont les 4 plateformes qui fournissent les mécanismes de paiement, les plateformes pour faire des transactions, qui fournissent, certains d'entre eux, des services de valeur ajoutée comme magasinage, etc. Vous pouvez conserver des produits localement et les expédier à vos clients pour combler leurs attentes. Une façon de tester ça, à cause de la distance, il faut des produits de haute valeur parce que vous devez les expédier par avion. Le genre de produit qui est acheté sur Internet à Vietnam est produit électronique, la mode, la beauté, l'alimentation, soins personnels, les meubles, les équipements, jouets et les violons dingues. Tout ça, très vendu sur Internet. 68 internautes sur les 95 millions de personnes au Vietnam. Et 50 millions d'entre eux ont l'accès à l'Internet qui achètent quelque chose sur Internet en 2019. Et achat moyen de 54 $ US, et y compris le revenu personnel, c'est pas mal ça. Côté cybercommerce, de par ces acteurs locaux, il y a toujours quand même des investissements à faire. La meilleure façon de réussir en cybercommerce,
c'est la localisation dans des affaires transfrontières. Si vous avez un produit apte au cybercommerce, vous avez probablement votre site web déjà. Ça doit être localisé, globalisé dans la langue locale. S'ils veulent examiner votre produit, ils veulent savoir qui vous êtes comme société, ils doivent avoir accès à cette information, à ces informations en vietnamien. Vous devez chercher un partenaire local pour aider avec votre marketing. Il faut localiser ça sur les plateformes utilisées au Vietnam. On utilise Facebook vraiment au Vietnam. Si vous avez un contenu numérique, ça aussi doit être localisé, doit être mis en termes locaux. Ou vous aurez besoin de faire ça aussi parce que les règlements l'exigent. Les chiffres sont clairs partout au monde. Les entreprises qui vendent de par les plateformes de cybercommerce sont beaucoup plus efficaces quand ils ont une présence importante locale. Nous avons des statistiques que nous pourrions partager avec vous si vous voulez. La façon la plus commune d'entrer au marché, c'est par des agents ou des distributeurs. Vous pouvez en parler avec les commissaires de commerce. Les distributeurs sont beaucoup utilisés par les manufacturiers d'être responsables de l'importation, magasinage, vente. S'il s'agit d'un produit technique, maintien, calibration, qui aurait besoin de réparation ou de support ou formation technique pour les clients. En général, les entreprises se reposent sur un agent ou un distributeur pour faire certifier ou autoriser leurs produits, même pour l'enregistrement des marques. Si vous avez une marque que vous voulez enregistrer au Vietnam, ça doit être fait localement. Il faut prendre des précautions pour trouver le bon partenaire et surtout au Vietnam, les réglementations sont telles que vous avez besoin d'une entité locale pour déposer l'application pour ces permis, pour ces marques. Si vous laissez faire ça à votre distributeur, à ce moment-là, ils deviennent le propriétaire de la marque ou de l'autorisation. Donc, il faut séparer. Vous pourriez perdre le contrôle de votre enregistrement et votre marque. Il est critique donc d'identifier ce partenaire. Difficile et critique de trouver le bon partenaire parce que ça prend beaucoup de temps pour travailler avec eux, pour qu'ils comprennent, qu'ils connaissent bien votre produit ou votre service. Et surtout au Vietnam parce que c'est question d'autorisation et d'enregistrement de marque est compliqué. Pour nous, il s'agit de processus, trouver le bon partenaire, le bon distributeur. Il s'agit d'avoir un processus excellent. Le processus que nous utilisons, vous pouvez vous-même gérer ce processus très systématique. Vous devez d'abord définir les facteurs critiques dans un bon distributeur, les facteurs dont vous avez besoin, tels que si cette entreprise ne répond pas à ces critères, à ces facteurs, vous ne devez même pas les considérer comme un candidat. Est-ce qu'ils ont un réseau de distribution partout dans le pays? Quand vous commencez sur le terrain, ils ont un réseau partout le pays. Est-ce qu'ils représentent de nouveaux produits de la part de vos concurrents? Vous n'aurez pas besoin qu'ils vous représentent en ce moment-là. Est-ce qu'ils représentent des produits qui sont complémentaires aux vôtres? Parce que comme ça, votre produit, surtout technique, est vendu comme partie d'un paquet de produits. Et comme ça, il risque d'avoir une compréhension accrue de votre genre de produit. Facteur critique pour nous, est-ce qu'ils ont intérêt à travailler avec vous? Est-ce qu'ils sont vraiment passionnés par les produits ou les services que vous vendez?
Premier écran, première étape, assurez-vous que le distributeur ou agent soit réellement conforme à ces facteurs avant d'avancer. Et ça peut-être implique vérification ou élimination d'un certain nombre d'entreprises. Deuxième étape, ce qui reste à faire, les entreprises qui répondent à tous vos facteurs principaux. Une longue liste d'entreprises. Vous ne pouvez pas travailler avec 10 entreprises différentes pour savoir s'ils peuvent travailler avec vous. Donc, il faut définir d'autres facteurs importants pour sélectionner le distributeur qui ne sont peut-être pas critiques à la réussite. Ça pourrait couvrir toute une gamme qui ne sont pas critiques. Mais ce sont des facteurs importants qu'il faut identifier. Quels sont les 5 attributs nécessaires pour vous de réussir, des attributs que vous avez trouvés nécessaires dans des représentants que vous avez embauchés dans d'autres marchés. Une fois que vous aurez identifié ces facteurs, quels sont les plus importants? 5 ou 6 facteurs, est-ce qu'ils ont une importance égale? 20% de la décision du choix? Ou est-ce que certains critères sont plus importants que les autres? Continuer la diligence raisonnable, obtenir des renseignements concernant les entreprises, leurs fonds financiers, référence de caractère, de personnalité, référence de la part des entreprises avec lesquelles ils collaborent, avec les autres chefs d'entreprise avec lesquels ils travaillent. Est-ce qu'ils distribuent des produits complémentaires? Ils sont dans le marché depuis combien de temps? Les commissaires du commerce du Canada pourront vous aider avec ça et vous pouvez faire vos recherches vous-même et faire des recherches sur le terrain aussi. Une fois que vous avez établi ces critères, vous avez évalué les distributeurs et vous voyez celui qui aura gagné. À ce moment-là, vous dépensez le temps et l'effort pour commencer à développer des relations. Vous pouvez peut-être nommer 2 entreprises pour distribuer dans différentes régions du pays ou différents mélanges de produits, différents types de produits, pour évaluer qui sera peut-être le plus réussi, laisser un an pour voir si ça réussit, et puis choisir une entreprise sur l'autre. Et fais-leur savoir cela pour voir comment ça réussit. Il est critique de dépenser beaucoup de temps par avance, pour savoir quelles sont vos options. Tellement c'est critique. Vous êtes très loin. Le marché est à distance de vous, donc il faut investir le temps et l'effort pour s'assurer d'avoir choisi le bon partenaire. Si vous avez déjà un distributeur sur le marché, que les choses se passent bien, que vos affaires augmentent, mais vous avez besoin d'un appui augmenté technique peut-être, ou peut-être que le réseau de distributeurs ou de clients, si vous avez réussi à vendre en direct et que vous voulez mettre quelqu'un sur le terrain, une fois de le faire sans établir une entreprise, c'est d'utiliser des sociétés, par exemple des entreprises de secrétariat d'entreprise, un expatrié, peut-être un Canadien ou une personne locale qu'ils peuvent embaucher. Vous pouvez aussi collaborer avec d'autres sociétés si vous avez besoin d'un bureau pour gérer les dépenses, etc. Et les commissariats au commerce, des sources de ce genre de sociétés pour externaliser. Notre incubateur d'affaires où nous travaillons avec ce genre de services, nous fournissons ces services nous-mêmes
un support de gestion et de surveillance, de contrôle, pour aider la personne sur le terrain, pour vous aider à gérer cette personne sur le terrain, parce que vous êtes si loin et vous ne le voyez pas, difficile de contrôler ou de surveiller la personne. Nous avons fait ça de manière réussie, entre utiliser les distributeurs ou utiliser ou externaliser aussi, et examiner ça avant de participer personnellement vous-même sur le terrain. Donc, c'est une solution à examiner. Vous pouvez mieux contrôler le distributeur, c'est plus rapide, plus rapidement et plus facilement que d'établir votre propre entreprise en place. Et puis, c'est souple. Si ça ne marche pas, si le marché ne réussit pas, ça n'a vraiment pas de sens d'avoir ces ressources sur le terrain. Donc, notre solution est plus souple. Vous pouvez annuler ces solutions externalisées beaucoup plus facilement. Et vous pouvez rapidement sortir du marché. Si, par contre, vous établissez une entreprise locale, pas difficile au Vietnam, ça ne prend pas beaucoup de temps, mais essayez de défaire l'entreprise sur place, 10 fois plus compliqué. Ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'argent pour le faire correctement en fonction des considérations juridiques d'imposition. Important donc d'examiner d'autres alternatives. Et l'externalisation, c'est une solution excellente. Si vous êtes suffisamment grand, que vous avez le capital, vous pouvez toujours investir au Vietnam. La plupart des secteurs sont ouverts à l'investissement de la part d'entreprises étrangères. Les entités juridiques que vous pourriez choisir sont un peu connues de toutes les entreprises. Une succursale de votre entreprise canadienne. Ce n'est pas là une solution qu'on choisit souvent comme stratégie, parce que ça présente typiquement des conséquences négatives du point de vue d'impôts. Vous pourriez choisir un bureau représentatif, vous avez une entité juridique sur le terrain, vous avez votre propre bureau, vos employés, mais cette solution ne permet pas de facturer localement. Il faut facturer à partir du siège au Canada. Dans certains cas, ça a quand même du sens. Vos ventes ne sont pas suffisantes ou que vous voulez contrôler vos ventes de par le réseau de distributeurs. Vous voulez un bureau technique pour fournir un appui technique, un support technique. Vous ne voulez pas externaliser ça. Troisième solution, c'est de former ce qu'on appelle une entreprise à responsabilité limitée. Vous pouvez donc incorporer une société 100% propriété 100% canadien. Il n'y a que 6 secteurs qui sont défendus complètement. Ce sont des choses comme drogue, narcotiques, produits chimiques dangereux. Ils sont tellement hors de normal que je ne peux pas en parler. Il prend à peu près 3 mois pour établir une entreprise. Un peu lourd parce qu'il y a beaucoup de documentation, il faut être autorisé. Votre application doit être évaluée par le gouvernement local pour savoir s'il est approprié, est-ce qu'ils ont vraiment envie de vous recevoir sur place. Donc, il ne s'agit pas uniquement de documentation comme au Canada ou en Amérique du Nord. Il faut vraiment être évalué et approuvé. Ils doivent vraiment vouloir vous recevoir. Les exigences de capital ne sont pas très lourdes. 10 000 $ US. Enregistrement du produit, importation. Si vous voulez vous occuper de ça, c'est une raison pour avoir votre bureau de représentation. Vous pourriez, par là, parce que vous avez une entité locale, vous pouvez vous-même enregistrer vos produits, vos marques et posséder ces autorisations. Mais si vous travaillez avec des agences et des distributeurs,
comment est-ce que je peux me protéger du point de vue des permis d'importation, des marques. Il y a quand même des services fiables, des entreprises de services fiables, des cabinets juridiques. Nous avons même fait ça pour certains de nos clients. Donc, si vous trouvez un partenaire de service fiable qui n'a pas de relation avec votre distributeur ou agent, c'est une manière de vous protéger quand vous trouvez un distributeur ou un agent. Il y a des secteurs restrictifs, pas très onéreux, limité, ça veut dire approuvé, vous pouvez déposer des applications. Peu probable que vous soyez engagé dans ça, par exemple, le service du courrier, la publicité, l'éducation, jeux électroniques, extraction, transport maritime, aéroligne, télécommunications, etc. Ce sont des segments de marché qui sont hautement limités, comme dans les marchés limités. Il y a aussi une gamme plus large d'industries et de segments d'industrie qui sont conditionnels. Ça veut dire que vous devez appliquer, combler certaines exigences, comme par exemple les investissements majeurs en dessus de 225 millions de dollars US, manufacture de cigarettes, zone de développement économique. Le gouvernement examinera votre application pour l'investissement d'établir une entreprise et il peut décider que dans votre secteur, pour y avoir une exigence d'emploi, de capital, pour pouvoir enregistrer l'entreprise. Ma compréhension, c'est que la plupart de ces entreprises sur l'événement sont des entreprises petites et moyennes. Donc, peu probable que vous pensez à faire ce genre d'investissement. Mais si vous arrivez à ce point sur votre courbe de développement, vous pouvez avoir du support par les commissaires du commerce et pour vous fournir des références et des fournisseurs de services qui pourront aider votre entreprise à s'établir. On a dit bien sûr déjà qu'il y a des différences culturelles. Ça vous donne un aperçu sur les différences culturelles. Quelles sont les différences entre le Nord et le Sud? Question très intéressante. Quelles sont les différences entre les différents pays? Différence de pouvoir, il n'y a plus de respect, de déférence entre les plus jeunes, les plus âgés, entre les patrons, les personnes supervisées, les employés. Il y a beaucoup davantage de culture hiérarchique à Vietnam qu'au Canada, basée sur le confucianisme. Et comme ces différences de pouvoir que vous voyez au Vietnam, c'est assez commun dans l'Asie en tout. L'individualisme, on s'intéresse plutôt à la cohésion sociale qu'aux besoins individuels, plus de soucis concernant la famille. Éviter l'incertitude. C'est un grand souci concernant faire des erreurs. Donc, si les choses sont incertaines, vous ne connaissez pas le résultat. Si vous faites une erreur, vous allez perdre de la face vous concernez. Vous pouvez être gêné. Et comme dans le reste d'Asie, on veut éviter, dans la mesure du possible, tout embarras, tout gêne. Être gêné, être embarrassé, être humilié. Vous voyez aussi l'orientation à long terme entre les Canadiens et les Vietnamiens. Si vous cherchez la preuve de ça, au Vietnam, comme dans les autres pays, les Vietnamiens font des économies et conserver leur argent pour l'avenir
pour eux-mêmes, pour leurs enfants. Alors, c'est un petit cliché sur ça, les différences entre le Canada et le Vietnam. Voici votre liste de contrôle. Nous avons tous parlé du besoin de faire votre recherche pour savoir si vous êtes préparé. Une partie de ça, veillez internement. Est-ce que j'ai le capital? Est-ce que j'ai les ressources pour mettre mes produits sur le terrain, que ce soit à partir du cybercommerce ou non? Comment le faire? La meilleure façon d'avoir quelqu'un sur le terrain pour vous aider. Un marché difficile à comprendre sans une présence locale. C'est pour ça que les commissaires au commerce sont là pour vous aider. Il y a des webinaires par la Chambre de commerce canadienne au Vietnam de temps en temps. Même si vous n'êtes pas basé au Vietnam, vous pouvez devenir membre associé de la Chambre de commerce et nous vous recommandons cela si vous considérez sérieusement l'entrée à ce marché. C'est contacter des entreprises qui sont déjà établies et rencontrer des fournisseurs de services qui pourraient vous aider dans l'analyse du marché, l'enregistrement des produits, etc. Pensez à votre stratégie. Où sommes-nous dans notre développement, point de vue de temps et de maturité en Asie? Est-ce que vous êtes déjà dans d'autres marchés en Asie du Sud-Est? Vous avez déjà des distributeurs dans d'autres pays. Vous savez vraiment quels sont vos besoins, quel est le genre de société que vous cherchez comme distributeur. Voir si votre produit de consommation a du sens pour le marché. Est-ce que vous pouvez vendre ce produit par le cybercommerce? Bonne façon de faire un test. Est-ce qu'il faut avoir un bureau? Est-ce que si vous avez déjà un bureau quelque part, comme Singapour, et que vous pensez vraiment avoir besoin de quelqu'un sur le terrain, vous pouvez considérer une relation d'externalisation pour éviter la dépense et l'effort et les problèmes d'établir une entreprise qu'après que vous avez vraiment évalué et confirmé si votre effort a du sens. Et enfin, commencer à faire l'investissement, établir une entreprise au Vietnam. Nous sommes très optimistes concernant le Vietnam, marché passionnant, on commence si rapidement. Ça me fait toujours plaisir d'y aller, et nord et sud, très différents du point de vue des affaires. Mais si vous regardez ça de loin, premier pas, c'est voir la NACE pour voir quels sont les marchés que vous devriez prioriser les uns vers les autres pour voir quelle sera la plus haute priorité. Ensuite, décider votre stratégie, comment profiter de ces opportunités. Donc, ceci dit, j'espère que cela vous a aidé, vous a été utile. Et maintenant, on va ouvrir le parole à des questions. Merci, Denise. Oui, bon, c'est exceptionnellement utile. Je voudrais juste que vous répondiez à quelques questions qui sont dans le chat. Beaucoup de ces narratifs sont d'un webinaire que j'ai fait la semaine dernière pour le CABC, pour le Conseil des affaires commerciales du Canada avec ASEAN. Je peux partager ces documents avec vous. Oui, ça serait super, ça serait utile. C'était du jeudi dernier. Alors, il y a une question. Quels sont les coûts clés pour faire des affaires au Vietnam? Alors là, c'est moi qui dois poser une question. Ça dépend de vos affaires. Est-ce que vous voulez investir dans une société? Il y a différents coûts pour différentes affaires.
il y a les exigences du capital, il y a le coût opérationnel, hein, puis c'est une autre chose lorsque vous essayez de chercher un agent ou un livreur ou une plateforme pour faire commerce électronique. Moi, j'aurais besoin de plus de détails. Alors, penchons-nous sur le coût de recruter le meilleur partenaire, le meilleur agent, le meilleur distributeur. Est-ce qu'il y a un salaire annuel? Est-ce que c'est de l'argent qu'il faut payer en avant? Ah, je vois ce que vous voulez dire. Comme sur la plupart des marchés, lorsque vous avez une relation agent-distributeur, il n'y a pas de coût lié à cela. Normalement, l'agent ou le distributeur, eux, ils ont leur propre société. Alors, autre que les efforts et le temps que ça vous prend pour faire la recherche et pour faire la diligence raisonnable, pour mettre en place un contrat, là, il y a des coûts juridiques liés au contrat. Mais alors, ça dépend de l'agent ou du distributeur. Normalement, vous vous penchez sur le produit, puis il faut les exigences minimales. Il faut voir ce qu'il leur faut pour pouvoir vendre le produit. Et puis, vous vendez le produit au distributeur au prix en gros. Et puis, eux, ils font la vente au niveau local à leur prix de distribution. Alors là, il n'y a pas d'autres coûts associés pour transporter votre produit vers le Vietnam. Et ça dépend de la base sur laquelle vous faites les exploitations. Parfois, il y a dans un contrat une clause que c'est le distributeur qui va payer pour le transport. Alors, vous avez parlé des PME, qu'il y a une exigence d'investir dans des activités, ou est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée d'investir dans des activités locales parrainées, ou est-ce que vous voulez avoir un partenaire canadien sur place? Bon, ça dépend de vous. Si vous voulez avoir davantage de contrôle, si vous êtes une petite entreprise, voilà toutes les choses que vous voulez que le distributeur fasse pour vous. Bien sûr, ils peuvent vous dire, bon, cela a des effets sur nos coûts. Ça a un impact sur le prix auquel vous vendez votre produit au distributeur. Peut-être qu'ils vous demandent de partager avec eux les frais de publicité, par exemple. Mais vous pouvez négocier une participation en nature, peut-être des documents de publication, de commercialisation. C'est une question commerciale. Là, il ne faut pas que vous faites cela. Ça dépend du distributeur. On recommande que vous recrutez une agence de service ou un cabinet d'avocats pour l'enregistrement de votre marque, de vos licences, de vos permis. Ça peut aussi être une société de consultation, des services de conseil comme nous les prodiguons. Par exemple, il faut choisir une société de bonne renommée. Et la Chambre de commerce canadienne, le commissaire commercial peut vous aider pour trouver une bonne agence pour vous protéger. Est-ce que vous pensez que la protection de la propriété intellectuelle ou de la marque, que cela est très cher? Bon, cela prend beaucoup de temps. Chez Tractus, nous avons enregistré plusieurs marques, mais on l'a fait nous-mêmes. Normalement, il vous faut un cabinet d'avocats de bonne renommée. Ça va vous coûter peut-être 5 000 $ pour ce processus. Mais ça peut prendre quelques années. Mais ça ne devrait pas coûter plus de 5 000 $.
pour protéger votre marque, votre propriété intellectuelle. Alors, la dernière question pour aujourd'hui, avant de conclure, je reviens à la question concernant la culture. Donnez-moi ou donnez-nous plutôt l'astuce, le tuyau pour la personne du Canada Atlantique et qui va rencontrer pour la première fois un partenaire potentiel vietnamien, un livreur ou un acheteur. Alors, à quoi faut-il payer attention? Bon, il y a le côté culturel, mais la chose la plus importante, c'est d'être bien préparé pour que, bon, que vous pouvez poser des questions avant d'entrer dans cette réunion. Bon, bien sûr, maintenant, ça serait un rendez-vous sur Zoom. L'étiquette commerciale, c'est d'être très professionnel, d'être franc, de ne pas coincer votre partenaire potentiel. Et il faut écouter le partenaire aussi. Peut-être que vous avez de l'autre côté de vous quelqu'un qui dit qu'il a beaucoup plus de compétences qu'il n'en a en effet. Peut-être ils ne vous disent pas qu'ils font aussi la commercialisation d'autres produits complémentaires et peut-être qu'ils ne sont pas aussi francs que vous ne le pensez. Et ils sont peut-être pas aussi francs et c'est un autre type de communication que vous l'avez au Canada. Alors, il faut faire attention, c'est toujours une bonne idée d'avoir un autre interlocuteur, un appui avec quelqu'un qui parle le vietnamien. Parce que bon, les Vietnamiens, ils parlent l'anglais, mais c'est toujours une bonne idée d'avoir quelqu'un qui vous accompagne et qui parle le vietnamien. Il faut un équilibre des deux côtés. C'est un bon conseil que vous donnez là. Sur cette note, on va fermer notre séance. Merci pour votre présentation. Merci pour les conseils. Et nous avons ici vos informations de contact. Les présentations sont sur la plateforme pour tous ceux qui veulent nous rencontrer, nous rejoindre demain. Vous avez bien sûr accès à toutes les présentations. Merci Denise pour avoir passé votre soirée avec nous. Merci à vous et votre équipe pour coordonner toutes les séances de cette semaine. J'ai appris énormément sur les marchés émergents et j'espère que c'est la même chose pour notre audience. Alors on va conclure la 4e journée et j'espère que vous pouvez nous rejoindre de nouveau demain. On a une présentation seulement demain. On va avoir des conversations sur l'Asie du Sud-Est en général. On va se concentrer sur la Thaïlande, les Philippines, la Malaisie. Mais je suis très heureuse que vous avez parlé de la localisation parce que nous avons un programme ici au Canada Atlantique sur la localisation. Donc, ça nous intéresse. On veut faire une série de webinaires ici au Canada Atlantique qui se concentre sur le fait d'être en ligne et de faire les affaires en ligne. On a une nouvelle série de présentations qui va commencer bientôt. On va afficher les dates. Vous allez voir ces dates au mois de février. Sur cette note, encore une fois, merci beaucoup. Je vous souhaite une très jolie journée. Passez une soirée agréable.